Philo, crise et connaissance. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Philo, crise et connaissance. Merci à Artemus de nous recevoir. Nous poursuivons notre traversée vers la compréhension de la construction de la connaissance en sciences et santé, en inversant aujourd'hui les rôles, puisque j'ai le plaisir d'interviewer et de recueillir les propos de Florence, médecin en santé publique, afin d'essayer de mieux comprendre ensemble les fondements philosophiques qui ont vu naître et accompagner le XIXe siècle, berceau en quelque sorte de beaucoup de savoirs scientifiques modernes. Alors pourquoi cette interview ? Tout simplement parce que en tant que collaboratrice chez Kairos, je prévois un dossier sur la question, donc de ce qu'il s'est joué au XIXe siècle en sciences et santé, et surtout de ce que nous en ignorons. Donc ce dossier sortira dans le numéro 65. Et pourquoi le XIXe siècle ? Eh bien parce que cela semble être une période assez charnière où l'on passe d'une médecine et des sciences en général encore hésitantes, voire moquées. Notamment, on peut le voir chez Molière, chez Flaubert, chez Balzac, chez Marie Shelley avec Frankenstein. Et donc on passe à ces sciences un petit peu hésitantes à soudainement une succession de révolutions scientifiques qui nous conduisent aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, comme je le précisais, Florence, vous êtes médecin en santé publique. Vous avez pris un chemin singulier ensuite vers le monde de l'éducation, dont une thèse de doctorat particulièrement interdisciplinaire en témoigne. Cette synthèse doctorale s'est fondée sur un travail de recherche à partir de vos terrains d'action dans des contextes très variés de formation soignants, mais également sur des terrains internationaux et nationaux, dont des ouvrages édités par Debook ou de nombreuses publications d'articles scientifiques rendent compte. Vous avez poursuivi ensuite votre réflexion en l'élargissant au champ de la psychologie sociale, avant de la soumettre à celui de la philosophie, où vous creusez plus spécifiquement le champ de l'épistémologie et de la philosophie de l'esprit. Donc voici quelques éléments qui permettent de vous situer. Et je vous remercie pour cet échange que vous m'accordez. Je crois par ailleurs que vous avez également une activité artistique. Est-ce que vous souhaitez le présenter ? Oui, c'est peut-être en effet important dans mon parcours parce que mon travail artistique m'a toujours accompagné vraiment comme fondement à tout mon travail plus théorique. Je dirais qu'en fait, c'est à la fois le terrain d'action avec, qui est vraiment aussi le fondement avec tous les collègues dans tous ces terrains très, très variés comme vous voulez de le soulever. Mais certainement mon travail de peinture où j'ai pas mal exposé autour de mes 30-35 ans. Et puis maintenant, là, je termine 5 années où j'ai plus travaillé au niveau de la sculpture. Et l'expression dans ce travail de sculpture, en fait, m'a amené énormément d'apports. Enfin, je pense ici notamment à un ouvrage que je peux tout de suite référencer, qui est L'art comme expérience de John Dewey, mais qui est vraiment quelque part mon livre de chevet. Donc voilà, en effet, c'est fondamental dans mon parcours de réflexion et de pensée. Ok, merci. Donc, dans un de vos articles, taxonomie de l'approche par compétences intégrée au regard de la complexité, contribution critique à la santé publique, paru en 2020, vous parlez à propos de la planification des cours en médecine d'une invisible présence qui détermine nos connaissances et nos pratiques. Je vous cite. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ce que vous entendez par là ? Oui, alors très certainement. Je vais d'abord en fait faire un petit détour, car je me souviens très bien à quel point j'avais insisté dans cet article qui participait en fait d'une revue en éducation en hommage à la pensée d'Edgar Morin sur la dimension critique de cette recherche que j'avais alors menée. Je soulignais ainsi l'importance que l'institution éducative, et plus encore celle en santé publique, prennent conscience de cette invisible à l'œuvre qui détermine en fait si bien, ou plutôt en fait on peut dire si mal, notre système de santé. Mais entre-temps, avec le regard critique que j'ai pu mieux développer depuis la publication en fait de cet article en 2020, et dans le contexte que nous connaissons, je dirais que la perspective critique que j'énonçais alors a subi elle-même sa propre dimension critique, en abîme en quelque sorte. Ça m'a quelque part vraiment assez fort effarée. Mais je vais m'expliquer.
Je pensais encore en 2020 que l'histoire des sciences et de la philosophie, quand on l'abordait par le prisme justement de l'épistémologie, à savoir donc la connaissance de la connaissance, avoir un regard critique sur quelle est la connaissance sur les connaissances que l'on va donner aux étudiants, etc., ou qu'on va soi-même acquérir ou vouloir acquérir. Ce que je mettais justement derrière cette invisible présence qui détermine en effet nos connaissances et nos pratiques professionnelles, nos pratiques de vie, que vous soulevez dans votre question, que cela permettait de comprendre le réductionnisme dans lequel nous nous sommes fourvoyés, en fait, nous, professionnels de la santé. Je parle évidemment en général, c'est-à-dire au regard des trajectoires classiques, institutionnelles, qui correspondent à la masse critique d'un système de santé. Je ne parle pas des multiples chemins de traverse qu'il est toujours bon de prendre. Mais entre-temps, j'ai réalisé dans quel réductionnisme de l'histoire je me trouvais en tant que chercheuse moi-même. Et que derrière les choix vraiment épistémiques de nos institutions médicales, ce sont en fait la philosophie et la science elle-même qui sont instrumentalisées. Derrière cette invisible à l'œuvre, et dont j'avais vraiment la naïveté de penser qu'il s'agissait juste d'en soulever le voile, d'en défaire les nœuds, de creuser la recherche, d'expliciter tout ça en fait au plus grand nombre au sein de l'institution, ces enjeux qui sont ceux en fait vraiment de nos décisions en matière épistémique, à travers notre histoire des sciences modernes. En fait, j'ai rencontré un autre niveau d'invisibilité beaucoup plus critique à mon sens, car politique et économique, et qui fait appel là aux sciences de l'histoire pour pouvoir le décoder. Il s'agit en effet d'essayer de comprendre de manière factuelle les raisons des réductionnismes épistémiques qui ont été délibérément mis en œuvre et qui favorisent, et qui du coup en fait vraiment favorisent certains pans de l'industrie du médicament d'une part, et de l'autre annihilent de nombreuses perspectives de soins favorables à l'émancipation et l'autonomie du sujet, de la personne en fait. Car tout individu, en fait, cette personne possède ses propres sources, il sait maîtriser celles-ci, il sait maîtriser celles de la nature, et dont lui-même est part de la nature. Et à titre d'exemple, on pourrait prendre sur un plan historique et factuel le fameux rapport Flexner, mais je ne vais peut-être pas aller dans ce chemin-là parce que je pense interviewer moi-même ou du moins demander un apport à Sylvain Laforêt là-dessus. Notamment, il a fait une magnifique émission qui s'appelle Sur l'huile de nos serpents. En fait, c'est un ouvrage, son 3e ouvrage qui est accessible en ligne, enfin sur le site d'Emma Cruzy. Mais donc, pour résumer, pour revenir à votre question, ce que je nommais invisible présence, c'est donc bel et bien la question des choix épistémiques et voire ontologique, on pourra revenir aussi sur ce terme, de nos programmes de cours dont nous n'avons, que l'on soit étudiant ou enseignant, aucune connaissance. Nous sommes globalement dans l'ignorance vraiment complète et je souhaitais en effet soulever le voile, comme déjà dit, mais également proposer des modèles théoriques beaucoup plus émancipateurs, fondés par exemple, je le citais, le pragmatisme de John Dewey ou l'inaction de Francisco Varela. Je pense aussi à différents courants phénoménologiques ou bien tout ce qui est théorie de l'action en philosophie de la connaissance. Il y a notamment aussi un article qui a été publié dans la revue de pédagogie médicale en septembre 2019, juste avant l'article dont on parle maintenant, et qui argumente la nécessité éthique, vraiment éthique, de penser, mais vraiment dans le sens philosophique, l'épistémologie des études médicales. Et donc là, je suis toujours centrée sur la dimension, évidemment, de l'agir en santé et pas sur le pur savoir statique et théorique dans toutes ces approches. Et tout ça est vraiment, c'est des curieuses synchronicités que ces deux articles-là, notamment celui qui nous occupe depuis le début de cette interview, ont été rédigés juste avant la crise sanitaire, qui était en fait une parfaite démonstration du réductionnisme épistémique, c'est-à-dire de ce formatage étriqué de la masse critique des médecins et des soignants. Oui, des soignants et puis plus généralement des scientifiques en général, chimistes, pharmaciens, biochimistes, tous ceux qui sortent finalement de l'enseignement scientifique supérieur, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Donc si je comprends bien, vous soulevez quand même que cette invisible présence était peut-être au départ un choix épistémologique peut-être inconscient, mais qu'il a peut-être été un petit peu dirigé de façon opportuniste par la suite. Oui, et plus que ça, même vraiment. Là, c'est vraiment, enfin voilà, c'est comme je disais, ça m'a profondément, choqué et amené à cet autre niveau de conscience qu'il est temps aussi de mieux en mieux révéler, mais qui est sur un autre plan en effet, et qui est sans doute encore bien plus grave. Mmh. Donc cette première question.
amène de nombreuses ouvertures. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire et justement vers la période qui nous intéresse, à savoir le 19e siècle, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu ce terme ou ces termes que vous utilisez, formatage étriqué, ou ce que vous nommez un réductionnisme épistémique? Oui, en effet, je pourrais répondre à cette question en résumant peut-être ce réductionnisme à de la perte en vie, en fait, avec un grand V, à savoir de la perte dans la forme même de la vie, c'est-à-dire sa diversité, mais également dans son mouvement, c'est-à-dire tout ce qui se meut, l'émotion, étymologiquement, et mouvement, par exemple, évidemment. Et afin d'aller quelque part vers cette philosophie du 19e siècle, du tout début de ce même siècle d'ailleurs, on peut parler de Kant, mais je vais peut-être d'abord me référer à Descartes, qui lui-même est une des principales sources d'influence aussi pour Kant, dans sa critique de la raison pure, donc en 1781. Et à cet égard, en fait, je me suis dit en venant ici que je souhaitais peut-être vous présenter, j'ai pris une photo avec moi, donc cette sculpture qui s'intitule Causalité. Et je pense que Artemus pourra peut-être présenter également sur leur site cette photo, puisque voilà, je vais essayer de la décrire pour pouvoir vous expliciter comment est-ce que justement je chemine vers ce 19e siècle et vers Descartes encore antérieurement avec cette image de sculpture donc, qui s'appelle donc Causalité. Et que voit-on en fait? On peut observer sur ce qu'on observe donc sur cette image, cette sculpture, on observe un corps recroquevillé autour d'un petit cube plein. On peut comprendre que ce corps qui se déroule progressivement était lui-même un cube plein, plus spacieux, qui est occupé à prendre une forme, celui d'un être humain. Descartes, lui, a choisi de garder 2 causes sur les 4 causes d'Aristote. La cause matérielle et la cause efficiente. Il supprime ainsi la cause finale et la cause formelle, c'est-à-dire qu'il a, ou plutôt son siècle dont il est évidemment un représentant, nié d'une part l'existence du mouvement initial, la cause finale, donc du mouvement qu'on peut nommer nature ou Dieu ou la source ou la lumière selon les cadres de référence de chacun, et d'autre part la diversité de ce même vivant, parce qu'il annule les causes formelles, puisqu'en fait il va tout rapporter aux coordonnées cartésiennes, ce que le cube manifeste. Et à l'ombre, derrière cette sculpture, sur cette même image, on voit un personnage singulier qui porte sa tête, qui semble vraiment être de métal, froide, tel le monde de la technoscience, dans lequel cette causalité réduite nous réduit. Là, je peux même faire le lien ici avec la question ontologique. Il y a un lien direct de continuation qui se joue à cet endroit-là. Voilà. Évidemment, les auditeurs n'ont pas la photo, l'image, mais elle sera mise, donc, je pense bien, sur le site, même certainement, voilà, quand on diffusera l'émission. Mmh. Ok. Et donc, par ce prisme artistique et métaphorique, on va pouvoir un petit peu approcher la période qui nous intéresse. Est-ce que vous pourriez la compléter et nous parler de votre rapport en tant que chercheuse en épistémologie à Kant, que vous citez ici, inspiré de Descartes, et à la période qui va suivre? Tout à fait, en fait. Alors, en effet, ici, il importe en fait de tracer toujours la généalogie de ce qui nous a amené à tant nous réduire nous-mêmes, alors qu'on est, nous, des êtres justement divins et créateurs. Des émissions précédentes ont pu aussi montrer à quel point on peut élargir justement toutes nos dimensions. Et comment est-ce qu'on s'est tant diminué en vie nous-mêmes? C'est vraiment là la question, comment on a permis cette diminution de vie-là. Et je me réfère ici, donc je vais citer Nietzsche, donc ici justement, pourtant Nietzsche a vraiment, et au prix de toute sa folie de fin de vie, tenté de nous prévenir, tel le Zarathustra de Nietzsche, nous disant que le seul chemin est celui du surhumain. Mais Nietzsche, tout comme son maître Schopenhauer, ne sont-ils pas, et encore aujourd'hui, appelés justement des philosophes du soupçon? Et même pire, je pense qu'on est en train de le voir arriver aussi avec Nietzsche et peut-être d'autres. Donc oui, c'est ça vraiment de façon beaucoup plus grave. Nietzsche aura même été et sera encore aujourd'hui par je les nommerai les pourvoyeurs de mort, comme il les nommait lui-même.
pourra être détourné du cœur le plus juste en fait de son œuvre, celui de nous dire que nous sommes justement des êtres créateurs et notamment de nos propres valeurs. Et c'est là que je vais en revenir à Kant. J'ai fait ce détour pour mieux revenir justement à Kant, parce que justement c'est Kant qui en effet a participé, enfin Kant est de nouveau tout le siècle qu'il représente, a participé à ce lent et long travail civilisationnel, vraiment d'une modernité qui s'est nommée en plus avec ce philosophe la modernité des Lumières, tandis qu'en fait on était en train de fermer justement nos propres yeux sur ce qui fait la poésie de ce monde, de l'être, de ses dimensions imaginaires, créatrices, émotionnelles, sensitives, perceptives, métaphysiques, par le biais d'une épistémologie qui s'est restreinte à la physique newtonienne et à la science de cette fin du XVIIIe siècle. Et c'est vraiment cette physique newtonienne sur laquelle Kant s'est appuyé, et je vais faire ici un lien avec ce qu'il nomme son sujet transcendantal. C'est que, en fait, finalement, Kant est avant tout et in fine un épistémologue, car avec sa notion de sujet transcendantal, et pour le définir pour tout le monde, le sujet transcendantal est défini comme un sujet a priori, universel, et condition de possibilité d'un sujet empirique individuel. Toi, moi, vous, enfin, on est chacun un sujet empirique individuel, mais il donne ça comme les conditions de possibilité. C'est donc il va viser en fait à des formes universelles de la connaissance sur base de son sujet transcendantal qu'il réduit à la physique newtonienne, donc la physique du moment. Mais pour mieux comprendre cette notion, je vais aussi faire un détour historique et me référer à un autre philosophe beaucoup plus contemporain qui s'est inspiré également du sujet transcendantal de Kant. C'est Husserl qui est le père de la phénoménologie. Et là, en fait, on peut dire que Kant, tout comme Husserl, en effet, ces deux philosophes sont vraiment avant tout des épistémologues qui visent à des formes universelles de la connaissance. Mais, comme je le disais, Kant limitait son sujet transcendantal, donc ses catégories a priori, à la physique newtonienne, tandis que Husserl visait à définir les structures universelles de l'agir. Donc c'est vraiment l'agir dans son ensemble, tous les phénomènes perceptifs de l'agir, englobant de façon beaucoup plus large, évidemment, que ne le fait Kant, et le sujet psychologique, donc émotionnel, psychique, et le monde dans toutes ses dimensions perçues. Donc on est bien loin, évidemment, de Descartes, qui a réduit, donc, comme on a pu le voir, aux causes uniquement, enfin en éliminant justement les causes du mouvement, donc formel, et la cause finale, celle du mouvement, les causes formelles, donc la diversité justement de toutes les perceptions du réel. Donc il apparaît évident maintenant, sur un plan épistémique, qu'un curriculum, si on prend concrètement un curriculum de formation en médecine qui serait élaboré à partir d'une épistémologie qui se fonde sur le sujet transcendantal de Kant versus celui de Husserl, n'aura absolument pas grand-chose en commun l'un de l'autre. On ne va pas dire qu'ils vont s'exclure, mais on peut imaginer à quel point celui basé sur les fondements qui partiraient de la phénoménologie de Husserl inclurait évidemment toutes les dimensions que je citais avant, qui seraient beaucoup plus larges. Alors en fait, les divergences à ce moment-là en fait, pourraient se manifester autant en matière de mouvement. Ce serait évidemment beaucoup plus un lien à l'agir plutôt que ce savoir universel statique qu'on retrouverait chez Kant, ou de la diversité, c'est-à-dire tout le savoir universel selon le positivisme d'un Auguste Comte et la rationalité scientifique et mathématique de tout ce début du XIXe siècle propre à Kant, versus une ouverture aux données du monde tel qu'il se donne à voir, j'aime bien citer cette phrase-là, qui est propre à la phénoménologie, et qui par ailleurs, je cite quelqu'un d'autre en lien avec Husserl, qui est Maurice Merleau-Ponty, parce qu'il a vraiment sublimé justement toute la phénoménologie de Husserl à travers beaucoup de ses écrits et beaucoup de sa poésie. Donc c'est là qu'il y a vraiment finalement deux paradigmes différents qui sont presque antagonistes, qui auraient pu prendre des chemins tout à fait différents en termes de type de connaissances à inclure dans nos connaissances, dans nos cursus de formation, en fonction de choix qui ont été posés autour de justement de cette philosophie kantienne qui a été celle qui a été prédominante et qui l'est toujours, en tout cas pour nous, dans nos études médicales. Merci beaucoup pour ces approfondissements sur la pensée kantienne. J'ai tout de suite envie de rebondir sur deux termes que vous avez utilisés, qui sont pourvoyeurs de mort et puis certainement philosophes du soupçon.
que vous avez employé concernant Nietzsche et Schopenhauer. Alors en 2024, forcément, philosophe du soupçon, moi c'est un terme qui m'interpelle, avec l'appellation massive complotiste qu'on utilise à tort et à travers en ce qui concerne un individu qui s'écarte de la pensée unique et dominante. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un parallèle finalement entre ces deux termes, tant dans ce qu'ils signifient que dans ce qu'ils représentent à leurs époques respectives ? Oui, alors peut-être d'abord je vais clarifier cette notion de pourvoyeur de mort. Chez Nietzsche, les pourvoyeurs de mort, en fait, c'est tous les êtres de ressentiment, tous les êtres qui se fourvoient dans les forces réactives plutôt que les forces actives, donc qui vont s'embourber dans des émotions qui sont extrêmement destructrices pour eux comme pour les autres, dans des frustrations, dans finalement des éléments qui sont absolument pas porteurs de vie. C'est également, il va mettre dans ses pourvoyeurs de mort les personnes également qu'il nomme les nihilistes, que sont les croyants en une religion ayant un au-delà, c'est-à-dire un arrière-monde. Mais finalement, en fait, ça rejoint l'ensemble des personnes qui ne sont finalement pas simplement dans le vivant, dans le plein sens du vivant pour Nietzsche. Et donc voilà, par rapport à la question en effet des philosophes du soupçon, donc peut-être je vais d'abord les définir. En fait, j'emprunte cette expression à Paul Ricoeur, qui désigne également d'ailleurs Marx et Freud, avec Nietzsche dans ses philosophes, la philosophie du soupçon. J'y inclus également Schopenhauer, qui est vraiment donc un maître à penser pour Nietzsche. Et beaucoup de philosophes n'hésitent pas à le faire. En fait, c'est des penseurs majeurs de cette ère du soupçon, parce qu'ils ont vraiment marqué profondément le XXe siècle. Et ils ont en commun de vraiment suspecter toutes nos convictions, nos croyances, d'en démontrer les racines inconscientes, inconnues, en fait toutes les parts inavouées ou les mobiles cachés. Nietzsche, de là vient aussi, c'est un philosophe de la généalogie, de tout ce qui en fait nous amène à penser de telle ou telle façon. Et par rapport au fait de dire est-ce qu'on peut faire le lien avec la notion de complotisme et cette peur en effet de ce concept, de tout ce qui peut être soupçonné. Et oui, certainement, en fait, tout ce qui s'écarte de la pensée dominante ou conventionnelle du moment amène au soupçon. Et il serait bon, évidemment, de changer de paradigme et de considérer que ce qui va de soi devrait plutôt être questionné. Ici, je pourrais même réhabiliter Descartes, car finalement, c'est bien à notre cher Descartes, qui est toujours bien présent, que l'on doit et la méthode, en fait, d'une part, c'est-à-dire la méthode de douter, le doute, mais également le libre arbitre. Et que par ailleurs, un certain scientisme toujours très opérant qu'on a pu le voir, tout comme des mouvements aussi tendancieux que le New Age, tendent à nous faire croire qu'il n'existerait pas. Mais là, on rentre dans un autre débat sur la question du libre arbitre. Merci. Si je reviens un petit peu à la question précédente, et donc si je vous comprends bien, vous pointez que nos connaissances scientifiques modernes auraient pris l'orientation au XIXe siècle du paradigme kantien, c'est-à-dire un savoir universel, statique, matérialiste et positiviste, plutôt que celle du paradigme husserlien. Est-ce qu'on peut dire ça, husserlien ? Oui, ou de la tendance ou de l'orientation telle que je le nommais peut-être en lien avec la phénoménologie de Husserl. Ok. Enfin, peut-être on peut le dire, un paradigme husserlien, mais je ne l'ai pas encore entendu, mais c'est très bien, on se comprend. Ok, inventons des mots. Qui serait donc mettre en avant le savoir-agir, l'ouverture aux données du monde tel qu'il se donne à voir, et qui pourrait peut-être rejoindre l'idée des 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur d'Edgar Morin. Oui, alors ça c'est vraiment super que vous faites ce lien en effet avec Edgar Morin. C'est toujours extrêmement pertinent d'en revenir à un tel penseur et à toute son œuvre. À la fois parce qu'en fait, il travaille sur la pensée complexe, donc à la pensée complexe, donc ce qu'il nomme la pensée complexe. Le réel est complexe, on ne peut le réduire et si on le réduit, on se réduit soi-même en même temps. Et il faut toujours aussi adjoindre chez Edgar Morin la capacité d'analyse, la capacité de synthèse qu'il nomme donc à la capacité d'analyse, il insiste toujours sur la nécessité de la capacité de synthèse qu'il nomme lui la reliance. Et donc ça c'est aussi extrêmement intéressant chez ce penseur et que ça nous manque tellement. Mais voilà, dans les programmes d'éducation classiques en général, on ne forme ni à l'un ni à l'autre, donc ni à la pensée complexe, ni à tout ce travail de reliance. D'une part parce qu'il y a un enseignement qui est vraiment profondément statique,
centré sur le seul savoir et donc pas sur le mouvement, la vie, l'agir, tout ce qu'on vient de nommer avant avec des penseurs comme Nietzsche ou comme la phénoménologie, Husserl, etc. Et aussi enseigné trop exclusivement en silo, donc vraiment pas en interdisciplinarité ou en interprofessionnalité qui permettrait les reliances, les liens, etc. Edgar Morin a beaucoup travaillé avec Jean-Louis Lemoigne, qui est décédé en novembre 2022, mais à qui je rends hommage. J'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Louis Lemoigne sur les questions épistémiques, notamment à partir de son ouvrage de 2007, en fait, Les épistémologies constructivistes. J'encourage tous ceux qui s'intéressent à ces questions de lire ce petit ouvrage qui est vraiment très très précis et très bien structuré. Et Jean-Louis Lemoigne a été vraiment au service d'un tissage vraiment incessant du réseau Intelligence de la complexité et toujours en étroite amitié avec Edgar Morin. Alors je pense aussi ici à un autre exemple de ce questionnement, éthique à propos des curriculums en santé, de cette nécessité de changer de paradigme de façon assez radicale. Pour revenir aussi aux exemples avec la phénoménologie ou comment on peut ouvrir tout ce champ centré sur la question du vivant et de tout ce qui s'y passe dans le réel. Je pense à l'instant, et c'est peut-être un petit détour, mais c'est à celui des phénomènes de discrimination. Je passe carrément sur un peu autre chose, mais c'est en lien avec certains enseignements que je peux donner dans ce champ-là, en psychologie sociale et en médecine sociale. Et qu'on peut vraiment observer ces phénomènes de discrimination, et c'est très documenté dans les pratiques médicales, dans l'institution médicale et dans les pratiques médicales. Et j'avais rédigé un éditorial qui devrait être aujourd'hui d'ailleurs en accès gratuit sur le site de la revue de pédagogie médicale et qui s'intitule « Du stéréotype à la discrimination, pourquoi sautons-nous le pas ?» Et la conclusion dans cette petite éditorial était en fait, étant qu'il s'agit d'aider en fait les étudiants à cheminer vers leurs valeurs profondes en considérant que le débat sur les inégalités sociales de santé au sein des services de soins est fondamentalement et avant tout d'ordre épistémologique, vraiment. C'est tout un argumentaire qui le démontre très très clairement dans cet éditorial. Une pensée me vient là comme ça, c'est peut-être complètement pas dans le sujet, mais dans les luttes écologistes, finalement, est-ce qu'on ne constaterait pas quelque part à l'œuvre quelque chose qui illustrerait les deux pensées, celle d'Husserl et celle de Kant, où on a une certaine prise de conscience de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire de la façon dont il se donne à voir, la baisse de la biodiversité, les pollutions, toute une série de choses qui sont tout à fait mesurables. Et quelque part, un retour de cette pensée kantienne où, ok, je constate tous les bobos du monde, mais la façon que j'ai d'y répondre, c'est extrêmement matérialiste avec des voitures électriques, des panneaux solaires, des parcs éoliens, où alors on a un retour comme ça à oui, je me reconnecte à la nature, mais finalement, le réflexe que j'ai, c'est une réponse ultra matérialiste. Est-ce qu'on pourrait l'illustrer comme ça un petit peu ou bien si, tout à fait, il faudrait creuser. Mais en effet, tout à fait. Et d'autant plus on s'exclut de la nature soi-même, en fait, dans cette démarche-là, parce qu'il y a une rupture profonde entre le monde et soi dans la perspective kantienne, qu'il n'y a pas dans la phénoménologie, où cette continuité, c'est là qu'il y a la notion d'ontologie qui vient et qu'il faudrait aussi peut-être plus approcher. On peut peut-être y venir dans le cours de l'interview. Mais en effet, c'est tout ce rapport au réel qu'on a. Et c'est surprenant que dans ces mouvements écologiques, et je suis toujours en effet surprise, personnellement, de voir à quel point on va travailler par rapport au monde extérieur, à cet objet extérieur, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on est en train toujours de s'appauvrir soi-même dans sa propre nature. Il y a une rupture vraiment ontologique de notre rapport au monde. On est toujours en effet à vouloir sauver Gaïa sans se sauver. On ne se rend pas compte que nous sommes Gaïa. Enfin, c'est un peu ça, mais ça demanderait en effet d'élaborer, mais en effet, je vous rejoins. Oui, ça pourrait illustrer en fait cette façon qu'on a systématiquement d'aller ce qu'on appelle la fuite en avant, quoi. Totalement, oui, alors là, en effet, plus que totalement, mais sans doute aussi qu'on est de nouveau ici sur une perspective critique d'une propagande et d'un processus critique qui se joue encore de nous de façon démentielle. Si on revient donc un petit peu à l'objet de notre échange, est-ce qu'on pourrait essayer de décrire l'impact
d'un tel paradigme, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, qu'est-ce que le positivisme finalement ? Qu'est-ce qui se cache derrière un tel concept ? Qu'est-ce que le matérialisme ? Et puis, qu'est-ce que cela entraîne ? Et peut-on, selon vous, y voir une cause du refus, par exemple, de l'homéopathie ou d'autres médecines naturelles ou alternatives ? En d'autres termes, et pour résumer ce que vous avez partagé, est-ce qu'il est possible que ces deux courants nous aient enfermés dans le paradigme scientifique actuel et qu'il faudrait rétablir et réactualiser ? Oui, tout à fait. En fait, quelque part, vous répondez à la question. On a compris vraiment à quel point on s'est réduit, que ces deux paradigmes nous ont vraiment... Enfin, ce matérialisme et ce positivisme nous a amené à tant nous réduire et à éliminer justement toutes sortes de champs de l'homéopathie et d'autres approches mais personnellement, en tout cas, c'est tout à fait urgent. J'appelle vraiment ce changement de tous mes voeux, en fait, vraiment depuis longtemps. Je pense notamment à mes cartes blanches qui ont été rédigées au courant des 2 premiers confinements auprès de Kairos Press. Maintenant, ces cartes blanches sont éditées en format livre dans le livre en papier et c'est intitulé donc Covid-20, l'impératif catégorique. Donc là, par contre, c'est en référence à Kant, l'impératif catégorique. Sauf qu'ici, l'impératif catégorique n'est pas celui de Kant, il est celui d'Edgar Morin, c'est la reliance, avec un sous-titre qui est celui-ci, c'est plaidoyer pour un renouvellement épistémologique des études médicales. Donc oui, vraiment, c'est plus qu'urgent, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard. Il faut se réouvrir. Je parle toujours d'un nœud de Mobius qui nous a enfermés, on s'est enfermés dedans. Et donc il faut le réouvrir. Mais voilà, comment réamorcer cette réouverture ? C'est entre la poule et l'œuf, quoi. Hein. Et donc peut-être pour en venir aussi aux enjeux du sujet transcendantal auquel je faisais mention précédemment, et globalement justement aux enjeux sous-jacents à toute cette interview. Ces éléments sont assez inhabituels à comprendre, tout ce sur quoi on discute notamment aussi dans cette émission Philo-Crise et Connaissances, autant au niveau de son langage que de sa signification. Pourtant, en tant que tel, ce sont des informations cruciales. Parce qu'en effet, on nous a beaucoup trop longtemps occulté ces connaissances critiques et sans doute justement à raison obscure. Je dis ça en lien avec le tout début de l'interview où je pense qu'il y a vraiment des raisons obscures et qui ne sont pas seulement des non-connaissances des questions épistémiques ou bien ces orientations par les philosophes, comme on vient de le voir, qui nous ont amenés à ces rétrécissements. Mais il y a même eu des mécanismes peut-être plus obscurs. Et c'est ainsi que j'encourage vraiment les lecteurs et les auditeurs à approfondir ces concepts et ces connaissances, car l'épistémologie est au fondement vraiment de nos connaissances et oriente totalement l'ensemble de l'institution éducative dont nous sommes, nous, les actants, hein, donc démocratie, etc. Mais ça commence aussi, évidemment, au niveau de l'institution éducative. Et la notion d'actant, je la prends chez Benassayag, parce qu'il dit qu'on est des êtres vraiment, pas seulement dans l'action ou des acteurs, mais c'est vraiment les deux ensemble, c'est-à-dire ce sont des êtres agissants, des acteurs agissants, donc on est des actants. Et donc cette dernière, donc l'institution éducative, a vraiment au fil du temps long, comme je disais tout à l'heure, civilisationnel, vraiment sur des siècles en fait, enfin en tout cas des décennies et voire des siècles. C'est vraiment avec une force titanesque en fait. Tout ça ne pourrait se rompre qu'au prix vraiment d'un iceberg qui devrait aller se fracasser afin de libérer tout ce qui est figé en dessous, c'est-à-dire nos pratiques, notre praxis, notre poésie, mais c'est aussi en fait toutes les dimensions en fait de nos ressources, comme on en a parlé précédemment. On ne va pas exclure la dimension en fait des savoirs, de la science, etc. Mais il faut élargir, il faut absolument élargir. Il faut respirer, il faut s'ouvrir. On a plein de ressources, on a plein de potentialités d'action et de vie, mais voilà, il y a un travail colossal pour arriver à aller fracturer ce qui nous a enfermés profondément dans nos esprits. Les neurosciences peuvent être également très intéressantes pour questionner tout ça et se rendre compte à quel point on a en fait vraiment réduit nos neurones en quelque sorte. Voilà. Et nous contribuons quelque part à ce travail. Avec ces émissions absolument, et avec ce dossier, et avec Artemus. Oui. Merci, en effet, absolument. Vous avez choisi un court texte que vous souhaitiez partager, car comme vous me l'avez dit, quand on commence à s'intéresser à la question épistémique, on peut aisément ensuite comprendre l'essentialité qu'il y a urgemment à s'intéresser à la question ontologique, qui pour un esprit authentique de chercheur lui fait inévitablement suite.
Oui, en effet, on avait parlé de ce lien à la question ontologique en préparant l'interview. Et donc, j'ai ce petit texte, attends, le voici. Donc, en fait, il s'agit d'un texte en provenance d'un ouvrage posthume de René Guénon. Donc, c'est intitulé « Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme », donc chez Gallimard en 1973. Donc, je le prends ici. Donc, l'affirmation de l'unité est partout, mais à l'origine, elle n'avait même... Non, je reprends, excusez-moi. Donc, l'affirmation de l'unité est partout, mais à l'origine, elle n'avait pas même besoin d'être formulée expressément pour apparaître comme la plus évidente de toutes les vérités. Car les hommes étaient alors trop près du principe pour la méconnaître ou la perdre de vue. Maintenant, au contraire, on peut dire que la plupart d'entre eux, engagés tout entiers dans la multiplicité, ayant perdu la connaissance intuitive des vérités d'ordre supérieur, ne parviennent qu'avec peine à la compréhension de l'unité. Et c'est pourquoi il devient peu à peu nécessaire, au cours de l'histoire de l'humanité terrestre, de formuler cette affirmation de l'unité à maintes reprises et de plus en plus nettement. Nous pourrions dire de plus en plus énergétiquement. Voilà. Finalement, ça rejoint un petit peu notre échange tout à l'heure sur les mouvements écologistes. Pourrait-on parler d'ancrage ou d'appartenance au grand tout, à la nature, à Gaïa, au vivant, appelons ça comme on le veut et selon nos croyances, lorsqu'on utilise le mot unité? Est-ce qu'on fait référence finalement ici au fait que l'homme moderne semble avoir oublié qu'il fait précisément partie de cette unité et qu'il n'a ni les compétences, mais peut-être surtout ni l'autorisation suprême de la transcender ou de jouer à Dieu? Oui, tout à fait. Vous avez raison vous avez fait de refaire le lien avec la question écologique parce que le parallèle est tout à fait là. Enfin, on est dans une forme d'isomorphisme par rapport à la question de la santé et de l'écologie dans cette interview et pour beaucoup de choses. Alors, pour vous répondre, donc ici, à nouveau, en fait, Descartes va perdre maintenant de nouveau quelques plumes, mais de fait, nous ne pouvons être comme maîtres et possesseurs de la nature, sauf à nous incarner en rupture d'âme. Et ce chemin-là a été pris par vraiment nombre d'entre nous de manière inconsciente. Moi-même d'ailleurs avec mes études de médecine, etc. Dans la mécanique capitaliste, consumériste en fait qui est la nôtre. Alors cela peut et se corrige. Ce qui est évidemment d'une autre nature est le fait que des individus et des puissances opérantes souhaitent une telle rupture d'âme sur un plan collectif. Je ne vais pas rentrer dans des idées de complot, etc. Mais il y a quand même, comme je disais, des pans entiers, etc., de choses qui nous sont parfois occultées ou qu'on ne perçoit pas, etc. Et puis, bon, on commence petit à petit à les démêler. Mais néanmoins, voilà, donc... et on peut observer quand même concrètement ces puissances opérantes, comme je dis, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans la dérive propagandiste relative au phénomène de changement de polarité homme-femme ou de la volonté d'une cyber-ontologie telle que la féministe Haraway le prône. Et tout ça va rejoindre un transhumanisme en perte de sens et totalement évidemment à l'inverse du chemin que je citais tout à l'heure de Zarathustra qui nous offre lui celui du surhumain de Nietzsche et dont rend très très bien compte les trois métaphores de Nietzsche qui est la métaphore en fait du chameau, du lion et de l'enfant que vous connaissez sans doute ou que je peux expliciter. Mais oui, expliquez-le. Donc, oui, alors en fait, cette métaphore reprend donc au départ, donc, si on l'a dans son imaginaire, c'est le chameau qui représente le désert, qui représente en fait le fait qu'on va arriver avec déjà sur notre dos un bagage extrêmement lourd de choses qu'on va devoir travailler, selon aussi, pour ceux qui sont aussi dans le rapport aux âmes, voilà, dans quel chemin d'âme, etc. nous sommes, mais de toute façon on arrive avec un bagage généalogique avec nous, mais on va en fait à travers les normes sociales, avec l'environnement dans lequel on se trouve, etc., sans rajouter avec toutes les lois que l'homme va créer, plutôt que d'être uniquement en lien avec les lois naturelles, il va s'ajouter encore plein de choses, et donc cette longue traversée du désert est à prendre, mais à devoir essayer de petit à petit s'affranchir par le lion. Le lion qui, lui, contrairement au chameau qui va dire oui à tout, va dire non, c'est le non radical, c'est un non en fait qui va pouvoir s'affranchir justement de toutes ces normes sociales, de cette
conventions, de toutes les limites en fait qu'on nous a arbitrairement imposées, de tout ce qui nous met dans une forme d'esclavagisme par rapport justement à toutes les dimensions, les puissances qu'on a en nous, toutes les forces de vie qu'on a en nous. Et tout ça doit nous faire advenir justement cet enfant qui doit pouvoir éclore, cet enfant en fait qui est un enfant qui ce renouvellement en fait de forces actives, donc qui ne doivent pas être réactives. Et je citerai ici justement un extrait de Zarathustra que j'avais repris, je pense que je l'ai voilà ici, et qui vient du livre de Zarathustra, qui dit « Pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant ?» demande Zarathustra. Et la réponse ne tarde pas. L'enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Et là, je rappelle l'importance justement de cet enfant qui est le masculin sacré, celui qui porte l'action, et que c'est tellement fondamental d'être à la fois dans la dimension évidemment intuitive, émotionnelle, mais également tout ça doit nous amener à un travail de construction et d'action en totale probité, en totale intégrité avec qui on est profondément. Mais pour cela, en effet, il y a un long trajet du désert, un long trajet d'une révolte, mais en profondeur en nous, toute une échelle de Jacob, pour faire le lien avec le dernier interview de Daniel Salens et sur Annick de Souzenel, à monter pour arriver à être dans toute cette force créatrice qui est profondément en nous et profondément divine en nous. Voilà. Merci Florence. Alors pour conclure un petit peu cet échange profond et précis, je crois qu'on peut dire que plus encore que l'histoire des découvertes scientifiques, il est peut-être permis de penser que l'héritage kantien d'une pensée matérialiste et positiviste a posé les premières pierres du paradigme scientifique moderne dans lequel nous vivons toujours, qui est toujours d'actualité. Ce qui dirige, accompagne, donne et qui a donné ses couleurs au savoir et à leur construction jusqu'à nos jours, jusqu'à nos savoirs qui sont toujours là. Et que dès lors, il serait peut-être effectivement prioritaire pour évoluer vers un 21e siècle soutenable, que ce soit d'un point de vue écologiste, que ce soit d'un point de vue en santé, que ce soit d'un point de vue éducatif, pour tout le système éducatif, peut-être d'essayer collectivement d'en prendre conscience et de déconstruire ce paradigme kantien, c'est-à-dire finalement peut-être devenir le lion qui dit non, et pour devenir l'enfant qui crée quelque chose de nouveau et de beau. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange, merci. Florence. Merci à Artemus pour l'accueil. Et puis à bientôt à tous nos éditeurs pour une prochaine émission de Philo, Crise et Connaissance. Philo, Crise et Connaissance.